à cette heure-ci, il gagne plus que la majorité de ses anciens camarades de classe. Et de ses profs. Et plus qu'un prof. C'est comme des sportifs de haut niveau qui doivent s'entraîner comme les débutants. Pourquoi est-ce qu'on les différencie en sport et on ne les différencie pas en mathématiques? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Inspire-moi si tu peux, le Late. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine encore pour traiter d'un sujet d'actualité qui passionne les foules. C'est l'éducation nationale. On va en parler au travers d'un programme qui a été diffusé sur M6 en 2 lundis avec 4 épisodes. Je vous demande d'accueillir sur le plateau Mehdi Lazare. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Maxime. Installe-toi. Ouais. Merci. Je le disais, un programme qui a été diffusé sur M6. C'est ça. Ça s'appelle L'école a remonté le temps. Exactement. Et si c'était mieux avant, une phrase qu'on entend souvent. On va dans chaque épisode revisiter les 100 dernières années de l'éducation nationale. Exactement. De 1880 à 1980. En passant par 1930 et 1950. Ouais. Donc on voit une évolution de l'enseignement. Alors c'est surtout une évolution, on va dire, de posture. C'est des évolutions aussi sociétales. C'est ça qu'on a aussi voulu mettre en valeur. En évidence, c'est ce qui se passait dans la société autour de cette école-là. C'est la place de la femme, c'est la place de l'hygiène, Exactement. c'est la place du sport. On étudie tous les volets finalement de la vie de l'époque. Exactement. Et la guerre aussi, puisqu'effectivement on a une partie avant-guerre, ou en tout cas après la Première Guerre mondiale. Avec la partie 1930, on est en plein dedans. Hein. Ouais. On est en 1939. Donc on a eu avec l'enseignant de français, on a eu cette mise en situation. Cette mise en situation, effectivement, avec l'alarme, l'évacuation qu'il fallait. Et ça, les réactions des élèves, alors à tous les sujets, hein, parce qu'il y a à un moment donné l'empire même colonial qui passe par là, avec les races qu'on explique à l'école. Ça, c'était l'enseignante d'histoire-géographie, et qui du coup, elle-même a un peu subi ce cours et de faire semblant de croire en cette théorie. Elle l'a vraiment mal vécu, parce qu'on s'est revu après en coulisses, elle était pas en forme, quoi. Ouais. Elle avait perdu son sourire. Il y a eu aussi la réaction des élèves, c'était assez pesant apparemment. Enfin, je l'ai vu, ça s'est ressenti à travers les images. C'est choquant pour des enfants à l'heure actuelle d'entendre ce genre de discours, ce que je peux comprendre parfaitement. Je me sentais pas bien déjà, rien de dire race blanche et tout, enfin, ça m'a perturbée un peu. Ça a été très très dur de faire un tel cours, de parler des races, de parler de la colonisation, de la hiérarchie chez les humains. Tout d'un coup, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que je voyais les élèves un peu tétanisés par le discours. Et même si on le sait, parce que on parle souvent, on dit souvent cette phrase, c'était mieux avant. Alors c'est en plus une rengaine en ce moment qui n'a jamais été aussi entendue et aussi racontée sur certains plateaux de télé d'ailleurs. Ouais. Là pour le coup, le M6 nous surprend à être à contre-pied total. Et juste factuel en fait. C'est ça, factuel. On a essayé d'être le plus factuel possible. Alors j'ai entendu beaucoup de gens penser que c'était scripté. Il n'y avait absolument rien de scripté. Ce qui était conseillé, en fait, les cours qui étaient proposés étaient des cours qui étaient conseillés. Si on voulait changer de cours, on avait cette liberté-là. D'accord. Il n'y avait aucun texte. C'est-à-dire que c'était à nous-mêmes, en tant que professionnels de l'enseignement, de gérer ce qui allait être, ce qu'on allait dire, etc. Il y avait une contrainte historique. C'est-à-dire qu'il y a un boulot monstre qui a été fait en amont pour qu'on puisse être dans l'exactitude historique. Je voyais encore une fois des réactions de gens qui se disaient « mais attends, pourquoi ils ne tapent pas les élèves ?» Parce qu'officiellement, c'était interdit. En fait, dès le début de l'école de la République, en 1880, il n'y avait pas les châtiments corporels. C'était après à la discrétion, effectivement, ça s'est fait. Hein, on connaît l'histoire de la règle sur les doigts, voilà. Et il y avait autre chose qui était sur laquelle fallait être intransigeant, c'était le placement. C'était juste une question technique. En fait, il ne fallait pas tourner le doigt à la caméra, et comme on n'est pas des pros de la télé… Il y a rarement des caméras dans une salle de classe. C'est exactement ça, donc il fallait bien se placer au niveau des caméras, et puis moi surtout, on m'a repris plusieurs fois pour avoir l'exactitude historique, c'était ne pas tutoyer les élèves en 1880, donc ça se faisait pas. Moi j'ai le réflexe du tutoiement, bon, sans manquer de respect aux élèves bien évidemment, hein, c'est vraiment un tutoiement respectueux. Il n'y avait pas le tutoiement à l'époque, donc voilà, ça m'a été rappelé plusieurs fois à l'oreillette. Mais sinon, c'est tout, quoi. On était vraiment libre. Et pas non plus de script pour les élèves, les enfants qui ont en gros 14 ans, 13-14 ans, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui eux sont dans la spontanéité totale. Totale, donc il n'y avait même pas ils jouaient leur propre rôle d'élèves de 2023, donc on avait tourné l'année dernière. Et l'idée, c'était vraiment que eux, pour le coup, soient complètement spontanés. C'était leur réaction brute. Il y avait absolument rien de scripté. Même j'ai des amis qui ont cru que Rida, tu sais, à un moment, Rida aboie en 1880 en classe. En plus de pouvoir calculer et donner des résultats assez rapidement, il s'agit évidemment de pouvoir échanger de la monnaie, pouvoir gérer vos comptes. Donc, merci. Qui a fait ça, là? Rida? Oui. Avez-vous vu Animalerie devant l'établissement scolaire?
C'est pas moi, monsieur. Je viens de vous prendre en flagrant délit. Vous allez au coin. Non, monsieur, s'il vous plaît. Tout de suite! Et j'ai cru moi-même que c'était une caméra cachée. Je me suis dit, en fait, dans quoi je me suis embourbé? Ça se trouve, en fait, ils vont pousser les élèves à justement foutre le bazar pour que voir, le prof, pour voir la réaction du prof. Exactement. Et pas du tout, en fait. Quand je suis allé après en régie, ils m'ont dit non, on y est absolument pour rien. C'est lui qui a pris. Parce que j'avais vu un geste en fait d'un technicien. Je pensais que c'était un signal qu'il avait fait au moment de l'aboiement. D'accord. Parce qu'en fait, je regardais, j'étais en train d'écrire au tableau à ce moment-là. Okay. Et je me suis fait tout un film dans ma tête et pas du tout. C'était une expérience incroyable. Parce que tu me parles, moi je suis un passionné en fait de l'école de manière générale, de l'enseignement en particulier, de l'enseignement des mathématiques encore plus en particulier, et de jouer mettre en immersion, voilà, avec les costumes. Tu sais, on n'a pas idée, mais juste porter le costume et être dans un décor. Et attention, le décor, il y a eu un boulot monstre aussi derrière. Et il change en plus à chaque épisode, il change à chaque épisode, mais dans les détails, dans les moindres détails, c'était incroyable. Il y a des choses qui ont été virées, non, parce que ça fait un peu trop, c'est pas vraiment, c'est un peu anachronique, etc. Ça a vraiment été fait de manière très sérieuse. Et puis dans la réalisation aussi, on a un fil conducteur, on a la voix de Laurent Deutsch, qu'on connaît très bien pour justement les sujets historiques, et qui nous raconte au fur et à mesure aussi comment était la société à ce moment-là, et ça permet vraiment de rester dans cet esprit, dans cette ambiance, et de voyager clairement dans le temps. Exactement, ces petites inserts, ces petites images d'archives qu'on nous montre pour illustrer, tu sais, un peu comme... c'est un docu-fiction, quoi. Hein. Voilà, on te montre la chose. C'est pas une télé-réalité. Il y en a beaucoup qui ont pensé que ça allait être une télé-réalité. On a comparé ça au pensionnat de Chavannes, alors qu'il n'y a absolument rien à voir. On voulait voir voilà, des espèces de réactions de colère, etc. Mais non, c'était dedans. Et encore plus dedans avec les images d'archives, et puis après la réaction, entrecoupée de réactions d'élèves et d'enseignants. Quelle est, toi, l'époque qui t'a le plus marqué, en positif ou en négatif d'ailleurs? Ce à quoi tu ne t'attendais pas, et peut-être même une réaction des élèves, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je vais dire 1880. 1880, forcément, on est au début de l'école, on est dans ces balbutiements. Obligatoire de Exactement. Alors, sur le fait qu'elle était obligatoire, faut savoir qu'à l'époque, on essayait de séduire quand même les élèves. Parce qu'ils pouvaient à tout moment rester, il y avait, il me semble, on est sur à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, 90% d'agriculteurs en France. Donc les garçons en particulier, c'était la force vive. Je ne fais pas de sexisme, hein, c'était l'époque qui voulait ça. Ils servaient à l'exploitation familiale. Exactement. Donc si tu te fais taper à l'école et puis si tu y vas, que le prof est un peu lourd, etc., voilà, tu n'y retournes pas, tu seras beaucoup plus utile avec papa à la ferme, quoi. Mais on vit quand même, je n'échangerai jamais cette époque-là contre l'époque dans laquelle on est, parce qu'on a encore plus de moyens à cette époque-là. Mais on va en parler justement maintenant, parce que l'idée c'est aussi de faire le parallèle, évidemment, avec 2023, à l'époque où vous tourniez, mais 2024 aussi. On l'a vu dans l'actualité notamment, beaucoup de changements. Un ministre de l'Éducation nationale qui est devenu Premier ministre, mais qui avait quand même déjà donné une bonne feuille de route assez dense, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et on l'a compris, ça devient presque, comme le président l'a dit, un ministère régalien. Hein. L'éducation, ça devient l'axe prioritaire. Ça, je pense que vous le partagez en tant que... Il le faudrait. C'est vraiment pas pour prêcher pour ma paroisse, mais il le faudrait. Je veux dire, une nation, elle ne tient pas si on ne prend pas soin de sa jeunesse. C'est le ministère, avec peut-être celui de la Défense, en cas de pépin. Mais je ne veux pas faire de politique, mais c'est vraiment, pour moi, c'est de l'ordre du bon sens. Et ton regard, alors, sur la jeunesse aujourd'hui? La jeunesse aujourd'hui, ce qu'elle demande, c'est de l'ordre. Elle veut et ça peut surprendre, ça peut être un peu antinomique, mais on l'entend souvent quand on parle du retour de l'uniforme, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu d'uniforme en France à l'école. Donc souvent, c'est une phrase qui est utilisée, mais ce serait plutôt une expérimentation. Donc visiblement, c'est ce qui est en train d'être mis en place, ou en tout cas une tenue unique. Quand on en parle avec les élèves, eux, ça ne les dérange pas du tout, en fait. Ça ne les dérange pas. Alors, il y en a certains qui aiment bien se différencier parce qu'ils pensent que leur accoutrement va définir ce qu'ils sont. C'est un petit peu se définir de manière surfacique, et ça pourrait les forcer à se définir de manière plus profonde, apporte une différenciation de manière autre que par un bout de tissu, quoi, si tu veux. Ou une marque. Ou une marque, effectivement. Alors ça aussi, ça permettra d'effacer tout ce qui est social, d'inégalité sociale, exactement. Et qu'il y a beaucoup aussi de harcèlement scolaire. Exactement. Il y a des établissements en France dans lesquels on a l'uniforme, mais pas au niveau des chaussures. C'est un détail, mais c'est un détail qui compte beaucoup. Il faudrait l'uniforme de la tête aux pieds. Et un sujet qui revient aussi beaucoup dans l'émission, justement, et qui est très d'actualité aujourd'hui, c'est l'écologie.
On les voit qui s'étonnent à la cantine de ne pas trier les déchets. Donc le sujet revient quand même souvent quand on apprend la couture aux jeunes filles. Alors on est bien d'accord sur le fait qu'il faudrait que ce soit pour les garçons et les filles aujourd'hui, mais c'est un sujet qui intéresse aussi pour cette question d'écologie et de limitation des achats, notamment vestimentaires. Le port d'une tenue unique aussi, ça permettrait de limiter ça, de limiter l'achat à outrance de vêtements et de fast fashion. Exactement, exactement. Remettre au goût du jour les travaux manuels. Ça permettrait de résoudre pas mal de problèmes de... Je mets un temps de pause parce que je vais quand même revenir sur l'école actuellement. J'ai l'impression qu'elle fabrique des consommateurs, tu vois. Alors que l'école d'antan, c'est vrai qu'avec cette idée de travaux manuels, faisait des producteurs. Et ça permet de responsabiliser, tu vois, les élèves. C'est un truc que qui n'a pas forcément été repris lors de l'émission, mais que j'aurais vraiment voulu dire, c'est que ça émancipe aussi, tu vois. Dans un monde où on est en train de fabriquer des petits formatés qui pensent qu'ils se différencient justement par la fringue, c'est justement les cantonner encore plus, les rassurer encore plus dans leur position de consommateur. Ils en sont fiers d'être consommateurs. En réalité, si on les responsabilise, ça peut se faire vraiment par des petites activités. Ça, je le vois en classe, hein, par exemple. On essaie de construire des choses, on fait des choses... Et ça aussi, c'est ce qu'on voit dans le programme. Ils ont besoin de concret, en fait. Et souvent, ils le disent. Exactement. Ouais, ça nous a plu parce que là, au moins, c'est pas juste du vent, c'est pas juste des paroles ou de l'écrit. On l'a vu, on l'a fait avec nos mains, quoi. Exactement. C'est cette fierté-là aussi. C'est celui qui est de manière passive en classe, qui se fait en gros, qui subit l'école. Bon, il subit l'école, il y a des matières scolaires, voilà, faut qu'il y aille, etc., etc. Si à un moment donné, il peut se révéler dans un cours où il fait des choses de ses 10 doigts. Tu sais, je pense vraiment à cet élève qui a des mauvaises notes partout dans tout ce qui est théorique, mais en termes pratiques, il excelle. On a un élève qui a fait une filière SEGPA, tout le monde se moquait de lui. Le gars est sorti plombier, il a monté sa boîte de plomberie. À cette heure-ci, il gagne plus que la majorité de ses anciens camarades de classe. Tu vois. Et de ses profs. Et plus qu'un prof. Exactement, et plus que les profs. Plus que moi-même. L'idée, en fait, c'est que par ces matières-là, par ces expérimentations-là, ils finissent par se valoriser. Et est-ce que l'école n'a pas été suffisamment, pendant quelques années, à l'écoute de ses élèves? Alors, je ne vais pas être totalement... Parce que ta question peut être interprétée d'une certaine manière, dans le sens où écoutons les élèves, enfin, laissons-les choisir ce qu'ils veulent faire. Un enfant, par définition, ne sait pas forcément ce qui est bon pour lui. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est juste les observer. Tu vois, les observer et, par notre propre jugement et notre expertise, pouvoir savoir ce qui est bon pour eux. Je pense à une élève, par exemple, qui ne voudrait pas faire de cours de menuiserie. Mais on voit qu'elle a peut-être un talent là-dedans, elle a peut-être quelque chose à faire. On lui fait tester une fois le cours. Si ça marche bien pour elle, même si elle n'aime pas, pourquoi pas lui imposer sur une certaine période pour se découvrir, prendre goût, développer une appétence pour la discipline et puis y aller. On parle de discipline, la tienne, c'est les mathématiques. Et les mathématiques, ça gratouille. Ça gratouille, notamment en France, parce qu'on le voit, les rapports PISA sont pas bons, du tout. Ça me fait moins sourire. La responsabilité d'un prof aujourd'hui par rapport au niveau des Français en maths, elle est où? À noter qu'elle avait été retirée du programme général au lycée et qu'elle a été réintroduite. Et qu'elle revient, parce que de toute façon, elle devrait. Hein, je discutais avec des collègues de lycée, ça revenait. Tu peux pas ne pas laisser ça obligatoire, tu peux pas enlever ça à des enfants. Malheureusement, quand on enseigne les mathématiques, on balance tout de suite l'oignon et on demande à l'élève de manger le cœur. Ouais, mais il va pas. Les couches vont le rebuter, elles vont avoir deux effets. Elles permettent de protéger la notion, de l'asseoir dans le temps pour qu'elle puisse être transmise de manière formelle dans un bouquin, tu vois. Et en même temps, elles cachent aussi le cœur. Et le problème, c'est que c'est pas ragoûtant, quoi. On pourrait penser au cœur d'artichaut, tu vois, ce serait plus adapté. Le cœur d'artichaut est plus savoureux et meilleur que les feuilles qui sont autour. On va pas te demander de bouffer les feuilles. Là, on t'impose de manger les feuilles, alors qu'en réalité, ce que tu aimes bien, c'est le cœur. Mange le cœur et comprends que les feuilles sont là pour certaines choses. Parce que si on prend un théorème de Pythagore, par exemple, vas-y. On en parle aux trentenaires aujourd'hui qui n'ont pas fait une carrière scientifique derrière, ils disent... Voilà, moi, ça fait 8574 jours que je n'ai pas utilisé le théorème de Pythagore et ma vie va très bien comme ça. Donc, c'est souvent. Ils sont déjà bons en calcul, si tu réponds à cette question-là. C'est déjà qu'ils sont capables de compter. Mais c'est vrai que le théorème de Pythagore, il est là pour aider, pour accompagner la réflexion mathématique et pour avoir une réponse plus rapidement. Comment, justement, expliquer que ces mêmes théorèmes qui sont là pour nous aider à calculer, ils nous rebutent à ce point-là? C'est la façon avec laquelle tu fais passer le truc. Tu sais, je considère que ma profession, c'est deux choses. Je ne suis pas professeur. C'est-à-dire dans le sens où je ne déverse pas de la connaissance dans la tête d'un élève. On est des fossoyeurs. C'est-à-dire que justement, on essaye de révéler, de faire comprendre à l'élève qu'en fait, le concept qu'il a devant lui sur le bouquin, il l'a déjà en lui. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on est des artisans.
Je suis fils de boucher, donc c'est quelque chose que j'ai dans le sang. C'est-à-dire, mais je vais plutôt prendre le parallèle avec la boulangerie plutôt que la boucherie. Ça fait moins de débat. C'est ça, exactement. Prenons une boulangerie sans gluten. De confection. Ça, on est vraiment tranquille. Voilà, on est tranquille. Donc, on se doit de fabriquer nos cours. On est chacun d'entre nous des boulangers et on se met tous, en fait, c'est comme si on était plusieurs boulangers à fabriquer le même truc. De la conception, de l'idée de comment est-ce qu'on va organiser le truc jusqu'à la production finale. Et avec derrière, un petit questionnaire élève. Le questionnaire élève, c'est quoi? C'est est-ce qu'il a progressé, est-ce qu'il a compris ou pas? Parce que même l'élève, des fois, ne peut pas verbaliser. Il va se dire, ouais, surtout sur l'affect, c'est le prof, je l'aime pas, je l'aime bien ou quoi, tu vois. Et puis même d'un élève à l'autre, dans une même classe, parce que ça, j'ai fait le deuil de ça, tu vois. Délivrer le même savoir pour tout le monde. Alors que tous les élèves sont différents. Ils ont tous un... Exactement. Alors que tous les élèves sont différents, là on essaye d'y remédier un petit peu en utilisant les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, pour essayer de se dire voilà, on va s'adapter aux besoins de chaque élève. Mais même ça, c'est du bullshit. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain, parce qu'à un moment donné, il y a une âme. Il y a t'asseoir à côté d'un élève et essayer de lui expliquer. En fait, le numérique doit rester un outil. Comme la calculatrice, notamment en maths, a permis d'accompagner les scientifiques au départ. Exactement. Donc, si tu veux, en classe, tu as toujours une gaussienne, c'est-à-dire, c'est un terme mathématique encore une fois. Tu vois la courbe des QI, par exemple? Tu vois, c'est un truc qui ressemble à ça. Donc, tu as l'extrême qui est complètement largué. Tu as un autre extrême qui est bien en avance, exactement. Enfin, et qu'on devrait même mettre en avance, à qui on devrait donner à manger. Pour que l'excellence puisse revenir aussi. Exactement, et pour pas qu'ils s'ennuient, parce qu'ils sont en demande d'excellence. Enfin, c'est comme des sportifs de haut niveau qui doivent s'entraîner comme les débutants. Pourquoi est-ce qu'on les différencie en sport et on ne les différencie pas en mathématiques? Enfin, c'est en train d'être fait. Il y a cet esprit-là de classe de groupe de niveau qui est en train d'être fait. Tu vois, il y avait cette histoire de collège unique où on ne veut pas stigmatiser les plus... Mais non, tu alors que dans une classe, ils le sont quoi qu'il arrive. Mais bien sûr on sait très bien qui est bon dans la classe, qui ne l'est pas, et la stigmatisation, elle est cette espèce d'hypocrisie qu'il peut y avoir. Donc pour revenir sur la plateforme, si tu veux, ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on fait en fait depuis plusieurs années, c'est qu'on optimise le temps passé en classe. C'est que l'enseignant n'est plus quelqu'un qui va projeter un cours pour tout le monde. En classe, on fait des exercices. On fait surtout des exercices. Alors on découvre la notion, puis après il y a le moment, les couches de l'oignon qui se font à la maison, accompagnées de capsules vidéo pour pouvoir accompagner l'élève. Et ensuite, retour en classe, il y a un questionnaire auquel ils répondent. Nous, on a les réponses, on reçoit les réponses. Ils arrivent en classe, donc on voit quel élève a été performant ou pas, et on peut accompagner comme il faut, voilà, avec des exercices différenciés, une batterie d'exercices qui est déjà toute faite. Comme ça, le temps que je passe, c'est soit avec les plus faibles, je vais m'asseoir à côté d'eux et je vais expliquer. Et ce facteur-là, humain, il est irremplaçable. Il est irremplaçable. Il est d'une efficacité redoutable. Je m'assois à côté d'un élève pendant 15 minutes. C'est comme si il avait passé, c'est l'équivalent de, je sais pas, une demi-journée de travail intense pour lui, quoi, et enfin coupé de pause. On parlait tout à l'heure de remonter dans le temps. Ce qui n'existait pas à l'époque, c'était les réseaux sociaux, souvent incriminés, qui, notamment pour les jeunes, de les abrutir, de leur faire perdre du temps d'écoute, et le temps d'écran est souvent un problème. Et en réalité, on peut aussi voir le problème dans l'autre sens. Pourquoi les profs ne vont pas dans les téléphones des jeunes? Et je crois que ça, avec les réseaux sociaux, c'est un peu ce que tu fais. Alors, moi, je suis sur une plateforme que je n'apprécie pas particulièrement. C'est TikTok. Je n'aime pas cette plateforme-là, enfin cette vague, parce que finalement, c'est plus TikTok qui le fait. Tout le monde le fait. Ces espèces de petites vidéos de 10 secondes, 20 secondes qui en fait massacrent l'attention. J'ai un collègue... On n'approfondit plus les sujets et on consomme sans trop regarder. Exactement. Et là, pour le coup, là, on est dans la consommation totale, quoi. Dopamine et compagnie. Tu vois, j'ai un collègue, par exemple, pour voir les effets que ça peut avoir. J'ai un collègue agrégé d'histoire géo, alors qu'il te mangeait des pavés bien comme il faut. Arrive le confinement. Je dis, vas-y, je vais télécharger une petite appli comme ça pour... Tac, 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 ça fait défiler. Il me dit, écoute Mehdi, je n'arrive plus à lire un livre plus de 10 minutes. Plus de 10 minutes. Je décroche ma capacité d'attention, alors que lui, son cerveau est fait. Alors t'imagines ça, cet effet-là, sur un jeune, exactement. C'est redoutable, c'est redoutable. Mettre ces engins-là entre les mains d'enfants, les patrons de la Silicon Valley le font pas, quoi. Ceux qui bossent leurs propres enfants chez Apple, n'y ont pas droit. Exactement, voilà, il y a des établissements sans écran, etc. Et TikTok qui a été créé en Chine n'existe pas en Chine. Ce modèle-là n'existe pas en Chine. Voilà, ils mettent des artisans, des choses assez intéressantes, du contenu un peu comme sans faire de pub, du contenu un peu comme le contenu que je propose. Mais non, c'est assez affolant ce qui se passe, sans parler de tout ce qui est sexualisation, etc. dès le plus jeune âge. Enfin, c'est affolant. Et pour conclure, avant de passer à ce qu'on a prévu, il y a un petit happening avec des petites questions, des statistiques, je crois. Je n'ai pas exactement le détail de ce qu'on va faire, mais ça devrait être sympa. Parler, avant de refermer cette partie interview, de cette émission, encore une fois, qui est disponible sur Sisplay. On peut la regarder en replay. C'est ça. Une petite conclusion sur ce sous-texte. C'était mieux avant. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on retient et qu'on garde et qu'on va peut-être réutiliser au quotidien? Je garderai peut-être la manipulation.
et l'aspect ludique des choses. C'est le sens aussi que ça peut avoir. Tu vois, un élève, on ne peut pas lui reprocher de ne pas bosser s'il n'a pas de sens derrière. Ouais. Enfin, toi, tu te lèves tous les matins parce que ce que tu fais, ça a un sens, d'accord ? Il y a autre chose aussi, c'est la discipline. La discipline, on a pendant un moment été beaucoup trop laxiste, et c'est toujours un peu le cas, quand on parle à longueur de journée, dans le milieu de l'éducation nationale, de bienveillance. Comme si avant, on était malveillant. Ouais. Non, quand tu es enseignant, généralement, enfin, c'est une vocation. Oui. C'est justement pour ça qu'ils se permettent de mal nous payer, parce que là, je suis désolé, j'espère que je ne fais pas Non, polémique, faut mais passer on les est mal payé. Il faudrait à commencer par les enseignants de l'élémentaire, parce que c'est là que le boulot se fait vraiment. C'est eux qu'on devrait payer. Leur salaire devrait être doublé à minima, selon moi. On résoudrait énormément de problèmes de discipline dans les classes si on arrêtait un petit peu avec ce terme de bienveillance qui a été mal compris. Ouais. En fait, bienveillance, ça devient, on ne peut pas engueuler un élève. Permission, quoi. Ouais. Permission, voilà. C'est un truc que je reprendrais de l'époque où il y avait quand même cette forme d'intransigeance et cette autorité du naturel du prof. C'est pour ça que je ne suis pas autoritariste, mais je suis autoritaire. Et est-ce que ce serait accepté justement par les parents d'élèves? Parce qu'on a souvent cette image des parents d'élèves qui viennent s'immiscer. Alors souvent, c'est en plus les parents des élèves qui sont les plus perturbateurs et qui en plus interdisent aux profs de prendre la place qu'eux-mêmes n'ont pas pris dans leur foyer. Le problème vient justement du fait, dès qu'on appelait ça éducation nationale, tu vois. En fait, ce sont les parents généralement qui viennent s'immiscer, etc. Et qui, non, mon fils, il n'a rien fait, ceci, c'est vous qui ne l'aimez pas, ou vous êtes raciste, ou je ne sais pas quoi. Ce sont généralement des parents qui ont confié l'éducation de leurs enfants à l'éducation nationale, qui ont complètement délégué ça à l'éducation nationale, à nous profs. Et puis après, ils viennent nous prendre la tête quand justement on remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, ça révèle chez eux un dysfonctionnement. C'est eux qui se sentent mal à l'aise. C'est moi qui n'ai pas fait mon boulot de père, qui ai confié mes enfants à l'éducation nationale. Et quand on me dit qu'en fait, il fout la merde, je suis désolé du terme, on me dit à moi que j'ai foutu la merde. Je ne l'ai pas assez serré en fait à la maison. Je l'ai pas assez. Donc ils se cherchent des justifications. En fait, ils cherchent à justifier non pas le comportement de leurs enfants. Ils cherchent à justifier eux-mêmes et à se dédouaner eux-mêmes. Foutre la merde, il n'y a personne qui se révèle en foutant la merde. Voilà. Le message est passé en tout cas, merci beaucoup. Écoute, on va s'arrêter pour quelques secondes. Ouais. Ne zappez pas la pub s'il vous plaît. Enfin, vous pouvez la zapper au bout de 5 secondes. Donc restez avec nous, on va passer de l'autre côté du plateau. À tout de suite. De retour dans le late. Alors Mehdi, là, c'est pas une salle de classe, mais presque. Des ardoises, donc on repart un peu dans le passé. Hein, c'est l'iPad du passé, on va dire. Une craie, tu connais. Ouais. Et des questions donc, vont s'afficher sur l'écran. Je ne les connais pas. On répond sur l'ardoise. Et c'est le plus près, sans dépasser, qui gagne. Sans dépasser, voilà. D'accord. 6 questions. Très on bien. démarre. Allez, Première question. Tu triches pas. À combien s'élève le taux de réussite au baccalauréat en 2023 ? Et il ne faut pas dépasser. Hein. Un peu comme le juste prix. Je vais le tenter, c'est assez risqué, mais... T'es prêt ? Ouais, vas-y. Moi j'ai dit 88. 97 ? On essaye. À ce point-là ? Suspense. 90,9. Ah non, bah ça va, j'ai eu peur. Tu l'as. Je l'ai, un point pour moi. Mais ça fait beaucoup quand même, 90,9. Bah, c'est énorme en fait. Je sais que les résultats, c'est énorme, hein, 90% par rapport à ce que c'était avant. En fait, il a perdu un petit peu de sa splendide. En fait, c'est peut-être à l'épreuve de mathématiques, alors que... Mais je sais que les scores, j'avais retenu que les scores étaient le gars qui essaie de justifier. Alors qu'en plus, non, ouais, ils sont extrêmement hauts. Quoi. Et ça devrait changer, je crois. Et ça devrait changer, il faut qu'on redonne en fait. Parce que tu fais perdre de la valeur à quelque chose. Ouais. Tu vois Et ça fait que redécaler l'échéance du diplôme qui sera. Qui aura de la valeur, exactement. Ça envoie en fait au casse-pipe, excuse-moi l'expression, un tas d'élèves en fait qui vont dans le supérieur et puis qui déchantent, qui se rendent compte qu'en fait ils ont été surévalués. Ouais, et qui n'avaient pas le niveau qu'on leur avait fait croire. Voilà. Allez, deuxième question. Rien n'est perdu. Dans les lycées français, quel est le pourcentage d'élèves qui délaissent les mathématiques en terminale à l'approche du bac? Pareil, il ne faut pas dépasser. On est toujours sur un pourcentage. C'est vrai que je ne regarde pas les statistiques nationales. Je fais par rapport à ce que je vois. Alors, c'est un pourcentage de quoi? Je vais faire mon prof, mon tatillon. Est-ce que donc c'est ceux qui avaient choisi SPEMAT en première et qui l'abandonnent? Je vais dire ouais. Alors 30%. 22. Ouais. Réponse. 40. Ah, c'est plus encore. 52% de filles et 31% de garçons. des garçons.
Bon, je mettais pas les filles, en fait, c'est parce que je comptais Oui, pas voilà, les c'est filles. ça. Bon, Ok, bah, en tout bon. cas, bah, le point est pour toi, donc un partout. Un mot là-dessus? L'idée, c'est que le travail n'a pas été fait convenablement au collège. Tu vois, ça date même c'est pas un de la peu tard. seconde, c'est vraiment du collège, c'est sur les niveaux 5e, 4e. Et généralement, donc ceux-ci, je suis pas mauvais en calcul, c'est des gens qui ont connu le confinement justement en 4e, ceux qui se retrouvent en terminale à l'heure actuelle. Donc il y a eu des... Il y a des séquelles. Il y a des séquelles. Eh ben, un partout, donc troisième question. Nickel. Quel est le nombre moyen d'élèves par classe au collège? Je crois que ça a changé un peu, il y a eu des dédoublements de classe. Bon, je dis rien, mais- parce que moi le collège c'était il y a longtemps quand même. Ouais. J'y mets plus les pieds depuis un moment. On essaie de ne pas dépasser non plus. Les jeux sont faits. Moi j'ai dit 29. 25. Je pense que tu as légèrement dépassé, je dirais 28. 25-9. Ah, très près. Bon, ça va alors. Bah, parce t'as qu'il y oublié a un une- 5, c'est tout. Hein, Oui, c'est ça. Non, c'est surtout que je l'ai pas mis au bon endroit. C'est mieux du coup, parce que je me rappelle qu'à une époque, moi à mon époque, on était. Les beaucoup classes plus étaient dans les classes. surchargées, ouais. Là, il y a du mieux, parce que c'est quand même un sacré budget. Après, le problème, c'est qu'au collège, on a renié sur le redoublement. Ouais. En fait, on a fait des économies Ouais. en ne rendant plus obligatoire le redoublement. Donc, lorsqu'un élève n'a pas de niveau, alors, généralement, c'est pas gênant pour certaines disciplines, pour certaines matières, mais pour les maths, par exemple, qui sont une matière cumulative, comme le français, On repart à l'année d'après avec c'est exactement ça, un grand retard. avec des lacunes. Voilà. Exactement. Après, ça dépend des établissements également. Tu as des établissements comme les établissements REP et REP+, qui ont moins d'élèves par classe que d'autres établissements. Et ben 2, 1. Très bien. Je peux encore revenir dans la course. Allez, crois en toi. Quatrième question. En 2022, les mathématiques étaient la spécialité la plus retenue par les terminales. Quel était le pourcentage d'élèves ayant choisi cette spécialité? 2022, ouais. Faut pas dépasser. Bon, là j'ai été petit joueur, j'ai mis 50%. C'est trop. C'est trop. Ouais. Bon, j'ai mis 35. 37. Pas loin. Donc, Bravo. Bravo, bravo. Donc ça fait 3-1. c'est ça. Donc si je veux un match nul, il va falloir que je raccroche là. Hein. C'est ça. Cinquième question. En 2022, combien y avait-il d'enseignants en France? Enseignant tout Alors confondu. ça comprend, me dit-on, les enseignants du primaire et du secondaire. Très bien. Ok. Avec privé, Privé et sous public. contrat inclus. Ok, très bien. Exactement. J'en ai pas la moindre idée. Je vais tenter quand même. Et 3-0. Moi j'ai Ouais. mis un K, mais on doit pas être Nickel. très très loin. Bah, c'est un préfixe 600 000, 500 000, recevable. 853 700. Ah ouais. Bah, le point là il est pour moi. Mais ça fait un paquet de collègues quand Ouais, même. hein. un paquet, un sacré paquet. Mais c'est vrai, en multipliant par le nombre de communes, ça en fait beaucoup. D'où l'augmentation compter des les salaires matières. quand on multiplie par ce nombre-là. Ah, c'est Même ça. 1 euro déjà ça fait quelque chose. Ça fait vachement. Ouais. Dernière question, donc 3-2 pour les comptes. Alors, Les 65 000 écoles, collèges et lycées de France portent des noms souvent de personnalités. Quel est le plus attribué? là, c'est pas quantitatif. Non. Attends, c'est d'accord. Donc, Pour la dernière question, elle va falloir comment on être peut précis. savoir? C'est l'ordre alphabétique, quoi. Faut pas que la lettre dépasse. Non, 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 non. Là, c'est si on l'a, ça fait un point. On Sinon, l'a, non. on l'a. C'est une bonne question, j'aime beaucoup. Dans ces cas-là, Il y en a un. Là, j'hésite entre deux. On a un droit à deux ou pas? On fait Non, non, on en met qu'un. seul. C'est- j'en ai un en tête, je sais pas si c'est ça. Mais Vas-y. On y va? c'est parti. Moi, j'ai dit Ferry. Jaurès. Ouais. Ah, t'as peut-être raison. Regardons. Ouais, Non, je pas l'ai. mal. Bien joué. Ouf, Bien joué, bien j'ai joué. eu chaud. Bon, on est. Bon, bah, égalité, au là. moins. Égalité. Un dernier mot peut-être avant de se quitter. Qu'est-ce qu'on écoute. souhaite à l'école et qu'est-ce qu'on souhaite aux jeunes? Qu'il soit le mieux traité possible, on va dire, qu'on puisse, nous, en tant qu'enseignants, je parle du point de vue d'un enseignant, Ouais. les servir au mieux. Parce que notre boulot, c'est finalement c'est ça, c'est Ouais. les servir. On n'est pas là pour servir notre ego, on n'est pas là pour servir notre carrière. Faut qu'on... Et d'ailleurs, c'est pour ça que les salaires devraient être valorisés, pas seulement sur l'ancienneté, mais par rapport en fait aux résultats qu'on a auprès des élèves. Leur souhaiter qu'ils puissent s'épanouir, voilà, du mieux possible. Merci beaucoup Mehdi. Bah écoute, je t'en prie Maxime, merci à Et toi. je le rappelle, sur Sisplay, on peut toujours retrouver l'émission L'école a remonté le temps en 4 épisodes. Et on peut aussi te retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement, donc sur TikTok, YouTube, Instagram et sur donc le site alphaomegacours.fr.
Si vous voulez inscrire donc, vos enfants, vous êtes les bienvenus. Ok, et on met tous les liens évidemment en bio. Merci encore d'avoir participé merci à toi, à Maxime. l'émission. Merci à toi, c'était un plaisir.